الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui traite, comme d'habitude, de cette actualité nord-africaine. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement informé et ce le plus rapidement possible. Faites aussi abonner les gens qui sont autour de vous, vos proches, vos amis, les membres de votre famille, euh, pourquoi pas. Cette séquence vidéo se penche sur cette drôle de relation, comme on dit, entre le Maroc et cette Algérie, en tout cas ce régime algérien, et qui est à l'honneur à cette bibliothèque nationale. Ainsi, on ouvre les guillemets et on les ferme en une seule phrase. Tout est résumé. Tous les pays ont une armée, mais en Algérie, c'est l'armée qui a un pays. On ferme les guillemets et ceci disait un célèbre écrivain algérien de langue française. Mais alors, chers amis, pourquoi on en est arrivé à ces différentes trajectoires entre ces deux pays que sont le Maroc et cette Algérie, au moment où le voisin d'à côté, du côté de l'ouest, vous l'avez deviné, et ce voisin étant partout ses partenariats stratégiques avec ses alliés à travers le monde et cette étendue ou prétendue Éden de l'Est demeure lui enfermé dans un cycle d'ostracisme en s'isolant, non seulement géographiquement, mais aussi idéologiquement. Et nous allons essayer de voir un tout petit peu tout cela modestement entre nous, si vous le voulez bien. Le rappel de cette lumineuse citation en titre de cet article, ou plutôt de cette séquence reprise de ce talentueux écrivain algérien, Feu Rachid Mimouni, qu'Allah et son âme, Allah yarhamou, mort en 1995, résume à elle seule le système algérien. Et ce système algérien, tous les pays ont une armée, mais en Algérie, c'est l'armée qui a un pays. Donc, l'armée possède au propre comme au figuré le pays, à l'instar d'une propriété exclusive. Par conséquent, cette armée ne lâchera pas prise, à moins d'une révolution démocratique encore plus ample que celle de Hirak, laquelle a été interrompue par cette crise sanitaire du Covid-19. Une citation qui vient en écho aux deux ouvrages d'un certain Tayyib Derqa, présenté à la Bibliothèque nationale pas plus tard que ce mercredi 31 mai dernier, intitulés respectivement les deux ouvrages Algérie, Maroc, la méfiance réciproque, et Algérie, l'autre ouvrage, l'instabilité politique, éternise la rupture avec le Maroc. Un événement exceptionnel dans cette bibliothèque nationale,
de grande qualité, organisé par le quotidien Le Club diplomatique. En introduisant l'intérêt de la rencontre, les ambassadeurs, Tayyip Chaoudry, lui, président du club diplomatique, était accompagné de ses collègues Abdeladim Tbr et Ali Achour, ont tour à tour évoqué la carrière algérienne de cet auteur dès 1988 en tant qu'ancien représentant de l'AMAP, Agence Maghreb Arabe Presse, à Alger. Et Tayyip Derga, donc ce journaliste professionnel, est formé, a-t-il été précisé, à la rigueur des normes de communication des agences de presse. Aussi, cet auteur a su rapporter dans ses ouvrages la plupart des événements qui ont étayé la vie politique algérienne depuis cette date, c'est-à-dire depuis au moins 1988, et sont évoqués entre autres l'époque d'un certain président Chedli Benjdid, l'arrivée du Front islamique du salut, la décennie noire, jusqu'au soubresaut de ce Hirak et l'éviction de ce petit président Abbé par cette junte militaire, si ce n'est par le Hirak lui-même, un certain mois d'avril 2019. Et il a été précisé en outre que les origines de l'auteur, Tayyip Derka, de la région de l'Oriental marocain, l'avaient sans nul doute prédisposé à une proximité géographique pas loin, culturelle et médiatique avec cette Algérie voisine. Et cet auteur, ayant en effet indiqué lors de sa prise de parole qu'il avait pour habitude de suivre dès sa tendre jeunesse à Oujda la vie politique de cette Algérie post-indépendante, d'une part en regardant assidûment la TVA, pas la taxe, non, la télévision algérienne. Celle-ci était captée parfaitement dès les années 60 à l'est du Maroc, alors que la RTM, cette radio-télévision marocaine, peinait à l'époque à diffuser ses ondes jusqu'à cette partie du royaume marocain. Et d'autre part, en raison de ses fonctions au début de sa carrière de représentant de la MAP, Maghreb Arabe Presse à Oujda, ce qui lui a valu d'être désigné ensuite presque naturellement à Alger. Et au centre des propos échangés, deux points ont été soulevés et qui sont d'un certain intérêt stratégique au regard de cette actualité, de cette relation Maroc-Algérie, puisque c'est de cette relation qu'il s'agit. Le premier est relatif au seuil atteint par le bellicisme des dirigeants algériens envers le Maroc. Et selon cet auteur, Tayyip Derka, donc, le résultat de ces observations confirme avec le recul historique que l'hostilité envers le Maroc est quasi proportionnelle au seuil de gravité de cette crise économique et sociale qui va croissante, mais vraiment croissante en cette Algérie. Il y aurait donc lieu de s'inquiéter, d'autant plus que cet effacé président athée, actuellement au pouvoir, a affirmé récemment à un organe de presse international que la relation Maroc-Algérie a atteint un point de non-retour. Et tout est dit à travers cette phrase, lâcher. Dans les moments
de crise aiguë a-t-il été rappelé, toujours par cet auteur, Tayyib Darqa, que l'un des principaux leviers actionnés pour la survie de ce régime est le détournement de l'attention du peuple algérien vers les soi-disant menaces et complots en provenance des ennemis extérieurs. Et suivez le regard donc, un argumentaire qui ressort chaque fois sur la base d'événements inventés, on ne sait de quel côté, de toutes pièces, par les clans au pouvoir, pour occuper un certain imaginaire virtuel, populaire, algérien, à coups de slogans hostiles et de mystification idéologique et médiatique, surtout des médias à la botte toujours de ce régime. Deuxième point débattu a concerné l'impact de la propagande anti-marocaine, rien que cela, sur certains sentiments du peuple algérien à l'endroit du Maroc. Car, selon cet auteur, toujours, Tayyib Darqa, et les intervenants de ce panel, le risque d'un formatage tout simplement des esprits par la propagande officielle anti-marocaine toujours auprès des nouvelles générations d'Algériens et d'Algériennes est bien réel qu'il conviendrait de ne pas sous-estimer. L'hostilité envers le Maroc a-t-il été toujours souligné par cet auteur Tayyib Darqa est une politique d'État relayée systémique par les discours officiels et les organes de presse. En revanche, le Maroc, dans sa grande sagesse, n'est jamais tombé dans ce piège qui lui est tendu d'y répondre par des paroles ou des actes inamicaux. Pas du tout, pas cela. Tout au contraire. Dans plusieurs discours, le roi lui-même en personne a pris soin de mettre en valeur ce qui unit les deux peuples et non pas ce qui désunit. Une transcendance, tout ce qu'il y a de royal, incitant le peuple marocain à ignorer purement et simplement les provocations de nomenclatura algérienne d'une autre époque, ni celle de vouloir faire effacer de la mémoire commune les liens mémoriels et sociaux qui unissent véritablement les deux peuples frères. Et donc, nous observons cette liesse unitaire avec l'éclat de l'évidence même dans la chair des peuples frères, notamment quand les équipes de football d'Algérie et celles du Maroc se distinguent dans les compétitions mondiales et internationales. Et ce fut le cas. Ce fut le cas lors de l'exploit de cette équipe nationale algérienne de football en 2018, Coupe d'Afrique des Nations, et celui des Lions de l'Atlas marocain en 2022, cette Coupe du monde de football au Qatar. D'autres aspects de la vie économique et sociale en Algérie ont été évoqués et qui ne cessent d'étonner cet observateur très averti, Tayyib Darqa. Notamment la mauvaise gestion de cette énorme rente pétrolière, hydrocarbures, c'est de ça qu'il s'agit aussi, qui frôle souvent, voire dépasse les 100 milliards de dollars. Rien que ça, c'est de l'argent de poche. Et cette mauvaise gestion, si l'on peut dire, est gérée et contrôlée, si l'on peut dire, ainsi par ces vieux capots algériens, pourra importer en excès des armes et autres équipements
sans que les régimes successifs aient pu être en mesure d'en faire un levier de modernisation économique et sociale et de sortie l'économie de pénurie. Et, et le peuple en pâtit. Il en est arrivé jusque-là. Plusieurs décennies, vous entendez bien, plusieurs décennies après cette soi-disant indépendance de ce pays, en un certain mois de juillet 1962, les crises économiques et sociales, ainsi que cette mal-vie, persistent toujours et jusqu'à nos jours. Ces décennies obligent les citoyens et les citoyennes à recourir au piston, ça veut dire un système D, pour se nourrir, s'équiper, se loger et en désespoir de cause, à rêver d'exil, uniquement d'exil, vers des horizons plus cléments, là où la verdure est plus verte que chez soi, afin de fuir une chape de plomb imposée par ce régime militaire. D'où ce concept, ce concept de l'harga, autrement dit, cette immigration clandestine, quoi qu'il en soit, quoi que cela coûte, si populaire pourtant cette harga, érigée pour ce peuple en projet de vie, de préférence, de préférence vers les pays d'Europe, cette immigration, et pourquoi pas d'Amérique du Nord. Et le seul succès de ce régime algérien, aux yeux de cet auteur, Tayyip Terqa, serait celui d'avoir fait croire dans le passé à une partie de cette opinion publique mondiale, cette fois-ci non pas algérienne mais mondiale, que l'Algérie était un pays démocratique, révolutionnaire et socialiste, un leurre tout simplement. Mais fort heureusement, sauf, sauf au peuple algérien qui n'a jamais été dupe jusque-là. Un peuple algérien quadrillé, scruté, surveillé, contrôlé par la toute-puissante sécurité militaire. Il n'y a que ça qui a la capacité, cette capacité de faire et de défaire jusqu'à la tête de l'État, à savoir ses présidents désignés de la République dès que les intérêts du clan, des clans, de ces vieux capots, et quand elle est menacée, il la défend. Il la défend. C'est militaire. Une véritable, une véritable mystification politique et idéologique dans laquelle se sont engouffrés auparavant nombre d'États trompés à travers le monde, alors qu'il s'agit jusqu'à aujourd'hui d'une dictature militaire répressive, sans aucun égard envers son propre peuple, le premier, sous cet habillage, un habillage déguisé en un pouvoir civil, celui qui est dans le cadre dans toutes les autorités ou autorisations ou administrations. Dommage, dommage, car l'Algérie, a-t-il été souligné, devrait être un Qatar aujourd'hui du Maghreb. Si le système avec un grand S majuscule, un système algérien, n'était pas autant perverti par cette malgouvernance connue désormais dans le monde entier. Mes chers amis, pourquoi? Chers amis, pourquoi on en est arrivé à ces différentes trajectoires entre le Maroc et cette Algérie de ce régime de gérontocrate qui la dirige. Bien évidemment, il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles le Maroc élargit ses partenariats stratégiques
alors que ce régime algérien est en train de s'isoler tout seul, par lui-même, sans que personne ne le force, ce régime. Et le Maroc a une politique toute simple, étrangère, plus ouverte et plus pragmatique, en étant prêt à s'engager avec un large éventail de pays, y compris ceux avec lesquels il a eu des différends historiques par le passé. Par contre, le régime algérien a été pour sa part plus idéologiquement motivé dans sa politique étrangère et a souvent été en contradiction avec l'Occident, si ce n'est avec lui-même. Le Maroc, lui, dispose d'un système politique plus stable, avec une longue histoire d'élections démocratiques et de transferts pacifiques en une sorte de décentralisation de pouvoir. Les régimes successifs qui se sont succédés à la tête de cette Algérie, avec ces différents régimes, à l'inverse, ont tous connu un certain nombre de coups et de périodes d'instabilité. Et quand il s'agit de nombre de coups, ce sont tout le temps des coups d'État, grands ou petits. Cela a rendu, tout simplement, les investissements socio-économiques, entre guillemets, avec d'autres partenaires plus hésitants à s'engager avec cette Algérie-là, devenue encore et encore plus moribonde qu'elle ne l'était par le passé, alors que le Maroc d'à côté a une économie plus dynamique. En conséquence de quoi, ce Maroc-là détient une économie en constante croissance avec une population jeune et plus instruite, si l'on peut la qualifier ainsi en ce moment. Mais cela reste encore à améliorer. D'autre part, cette Algérie a une population vieillissante, puisque ces jeunes la quittent, et une économie en difficulté, ce qui fait du Maroc un partenaire plus attrayant pour l'investissement économique étranger. Et grâce à tous ces facteurs, le royaume marocain devient petit à petit, mais on pourrait dire de plus en plus, intégré dans l'économie mondiale et joue un rôle plus actif dans les affaires régionales et aussi internationales. Ainsi, cette Algérie devient de plus en plus isolée donc, et il est important de noter que ce ne sont là que quelques-unes des raisons de ces différentes trajectoires entre le Maroc et cette Algérie. Et c'est le moins que l'on puisse dire, car il y a beaucoup d'autres paramètres qui pourraient s'y ajouter et qui ont contribué à cette situation dramatique de cette Algérie. Et il est fort probable que les relations entre les deux pays, Maroc et Algérie, continueront probablement d'évoluer dans les années à venir. Mais on ne sait comment. On ne sait comment, et seul, l'avenir nous le dira bien évidemment. Et quant à la question de savoir pourquoi nous en sommes ici, c'est très complexe de l'affirmer comme ça, mais qui n'a pas de réponse vraiment facile. Toutefois, il est clair que la situation actuelle, tant au Maroc qu'en Algérie, n'est pas durable et surtout n'est pas tenable pour cet Éden oriental. En tout cas, il pense qu'il est en Éden, car les deux pays, Maroc et Algérie, doivent trouver un moyen de travailler ensemble. Ce qu'on pourrait en douter, travailler ensemble pour construire un avenir plus prospère et stable pour cette population nord-africaine. Vous allez dire, c'est un rêve ou une utopie. Ça va de soi. Et il en va pour cela de la survie tout simplement, de l'entièreté de cette région,
cette région méditerranéenne où les Nord-Africains y tiennent énormément. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés tout simplement, doucement mais sûrement, à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. N'oubliez pas de vous abonner tout simplement pour recevoir les toutes dernières séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous pouvez le faire, partout, là où vous êtes tout simplement, et partagez tout pour tous les gens que vous connaissez. Quant à moi, le moment, l'instant est arrivé juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah, la asdiqa. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ma salama.